Bonjour à tous. Ah, ça y est, ça marche? Non. Si, ça marche. Ok. Ok, plus de temps, mais pas forcément autant de choses à dire encore sur ce projet qui a été financé du coup à l'appel à projet de l'année dernière, qui porte sur l'exploration de l'hypogammaglobulinémie prolongée à distance d'un traitement anti-CD20 administré à l'âge pédiatrique pour un syndrome néphrotique idiopathique. Donc, le contexte que vous connaissez, c'est l'efficacité de la dépression B dans le syndrome néphrotique cortico-sensible, corticodépendant à rechute fréquente, et avec l'augmentation des cohortes de patients, aussi de plus en plus de données sur la fréquence de cet effet indésirable qui est l'hypo-IgG, avec dans cette revue récente entre 23 et 58% des patients qui ont une hypo-IgG au cours de leur dépression B. Et puis, des études qui ont essayé d'identifier des facteurs de risque de développer une hypo-IgG et qui n'ont pas trouvé des choses sur lesquelles on pouvait vraiment intervenir. Les formes corticorésistantes avaient un odds ratio pour faire une hypo-IgG à 10. Et puis, le fait d'avoir une hypo-IgG au moment où on injecte le rituximab est aussi un gros facteur de risque d'avoir ensuite une hypo-IgG pendant le traitement et peut-être même après, on verra ensuite. Et puis, alors que ça avait été suggéré dans d'autres études, le jeune âge au rituximab ne ressortait pas dans cette étude qui était sur une centaine de patients. Et puis le fait d'avoir aussi eu un traitement par MMF rajouté en plus au moment de la répression B pour prolonger l'efficacité du traitement ne ressortait pas non plus. Ça, c'est l'hypo-IgG au cours du traitement, donc qui est relativement fréquente, mais la grande majorité des patients récupèrent un taux d'IgG normal à distance. Et on a néanmoins une fraction de patients qui a une hypo-IgG persistante avec des définitions très différentes. Mais si on regarde la grande étude de Chan qui a rassemblé des patients d'un peu partout dans le monde avec plus de 500 patients traités par rituximab, il y avait 14% des patients qui avaient encore des IgG bas à 1 an. Et puis l'étude de Cyril Parmentier avec les patients en Île-de-France où il y avait 15% des patients qui avaient une hypo-IgG à 1 an. Et puis, il y a cette étude plus récente qui s'est intéressée sur une centaine de patients avec hypo-IgG. Ils ont défini avec hypo-IgG persistante définie comme des immunoglobulines G inférieures à 4 sur plus de 6 mois. Ils ont essayé de regarder ce que devenaient ces patients à distance. Donc, c'est cette étude qui est parue récemment. Euh, des patients pédiatriques qui ont reçu du rituximab et qui avaient des IgG inférieurs à 4 pendant 6 mois. Et donc, ils ont défini le fait de récupérer des IgG comme de repasser au-dessus de 4 sur 2 échantillons. Et en fait, ce qui montrait que sur cette cohorte-là, qui mélangeait des corticosensibles, des corticorésistants, en fait, la grande majorité des patients restaient en hypo-IgG sur le suivi au long cours et les facteurs de risque associés au fait de récupérer ou ne pas récupérer. Le seul qui sortait de façon significative, c'était le fait d'avoir eu une histoire de corticorésistance. Ça, c'était associé au fait de ne pas récupérer, alors que le jeune âge au rituximab, le nombre d'administrations, des traitements immunosuppresseurs concomitants au moment de la répression B n'étaient pas des facteurs qui étaient associés à ne pas récupérer. Alors voilà, ces données-là, plus les quelques patients qu'on a dans nos centres qui sont guéris du syndrome néphrotique, mais gardent une hypogamma parfois profonde à distance, nous ont fait discuter avec nos immunologistes. Je vais juste rediscuter cette diapo-là avant. Euh, voilà, on sait que le traitement anti-CD20 peut induire des hypogammaglobulinémies. On sait aussi que nos patients syndrome néphrotique, ils ont de base, avant de recevoir le rituximab, un certain nombre d'anomalies de leur compartiment B. Il y a un certain nombre de travaux qui ont montré qu'ils avaient une expansion des B totaux, qui était surtout en lien avec une expansion des B mémoires. Chez probablement les adultes plus que les enfants, une expansion des plasma basses aussi. Il y a aussi des marqueurs d'activation des B chez les patients comparés au contrôle ou alors en poussée versus en rémission, avec des marqueurs et des cytokines d'activation ou de différenciation des B qui sont retrouvés en quantité plus élevée. Et puis tous les travaux de l'équipe de Rome
qui ont mis en évidence qu'il y avait une diminution des bébés mémoire switchés quand on récupérait après le rituximab, et que en fait ces bébés mémoires, quand ils réapparaissaient après le traitement par rituximab, étaient associés au risque de faire une rechute. C'était la publication de 2016 avec le schéma en bas. Et puis après, la même équipe a regardé, mais est-ce que c'est les baies mémoires au moment où on réplète les baies qui est associé à la rechute? Finalement, ils ont regardé les baies mémoires le jour où on injecte le rituximab, et donc, ceux qui rechutaient, c'était aussi ceux qui avaient plus de baies mémoires avant de faire le ritux, et c'est aussi ceux qui avaient plus de baies mémoires au moment du diagnostic du syndrome néphrotique. Donc, on a des patients qui ont une homéostasie particulière sur leur système B. On leur ajoute le rituximab. Et puis, une autre difficulté supplémentaire, c'est que chez l'enfant, les sous-compartiments B évoluent avec la croissance et la maturation du système immunitaire. Et donc, on a beaucoup d'équations dans l'inconnu. Et donc, voilà, l'idée de ce projet clinique, c'était d'essayer de comprendre. Il y a des facteurs de risque qui ont été identifiés dans les séries cliniques, mais c'est d'essayer de comprendre le mécanisme qui faisait que certains patients gardaient cette hypogammaglobulinémie prolongée et d'autres non. Et donc, voilà, on est parti de cette question en discutant avec nos immunologistes. Et donc, on a designer une petite étude prospective multicentrique sur 3 centres. En fait, l'idée, c'est que nos patients qui restaient hypogammaglobuliques, on les transitionnait à l'équipe d'adultes. Et donc, il y avait des patients à prélever chez l'adulte. On travaille avec l'équipe adulte au sein du CRMR de Tenon principalement. Et l'équipe de Trousseau envoie aussi ses patients à Tenon. Et donc, voilà, on avait un pool de patients assez homogène sur nos 3 centres. Et donc, c'est une étude qui est menée dans le cadre du soin courant où on prenait un tube en plus au moment où les patients avaient un bilan pour leur suivi. Et donc, voilà, les critères d'inclusion, c'était le fait d'avoir reçu un traitement anti-CD20 à l'âge pédiatrique, d'être en rémission et d'avoir reçu son dernier traitement anti-CD20 il y a plus de 18 mois et d'avoir un taux de lymphocytes B normaux. On excluait les patients qui avaient reçu un traitement immunosuppresseur oral dans les 3 mois, donc c'est-à-dire des patients qui éventuellement avaient rechuté récemment ou étaient sous immunosuppresseurs oral au long cours, des patients qui recevaient des immunoglobulines intraveineuses dans les 3 derniers mois. Et donc ça va éliminer éventuellement des patients avec une hypogamma particulièrement sévère qui font des complications infectieuses, mais ça a impacté éventuellement les résultats. Et puis, on ne voulait pas prélever les patients au moment où ils avaient une infection en cours, parce que pareil, ça allait modifier probablement leur population. Donc, l'objectif de cette petite étude pilote, c'était d'inclure 15 cas et 15 témoins. Donc, les cas, c'était ceux avec un taux d'IgG inférieur à la norme pour l'âge. Et puis, de leur faire un dosage de toutes les sous-classes d'immunoglobulines, d'étudier un phénotypage étendu des B et des T en cytométrie et de faire une étude fonctionnelle avec un ELISpot B. Alors, donc l'étude a commencé. Voilà, c'est des prélèvements qu'on fait dans le cadre du soin courant. Donc, il faut la combinaison de c'est le bon moment, le patient n'a pas rechuté récemment avant qu'on le revoie, etc. Donc, il va falloir qu'on continue parce qu'il y a des patients qu'on n'a pas pu inclure depuis qu'on a commencé l'étude, mais qui sont, on va dire, screenés. On a inclus 12 cas et 15 témoins. On a essayé d'inclure des patients et des témoins du même âge environ. Donc, l'âge médian dans cette étude, c'est 14 ans. C'est équivalent dans les deux groupes, mais vous pouvez voir déjà sur la droite que la dispersion est pas la même entre les cas et les témoins. Donc, il faut voilà, qu'on arrive à trouver des témoins à peu près du même âge. Les patients cas et témoins avaient un âge équivalent au diagnostic, un âge équivalent au premier rituximab, une durée depuis la dernière injection d'anti-CD20 aussi. Ils étaient très à distance, hein, ils étaient à 42 mois, donc 3 ans et demi de leur dernière anti-CD20. Et puis, il y avait la seule différence, c'est qu'ils avaient reçu plus d'anti-CD20 dans le groupe K que témoins. Euh, alors, je ne vais pas pouvoir montrer beaucoup de résultats, j'en suis désolée, ça sera pour une autre fois. Mais on a commencé par doser les immunoglobulines. Tous les cas ont des IgG basses et les témoins normaux. 10 cas sur les 12 ont aussi des IgA effondrés, voire indétectables. Et puis, ils ont dans la grande majorité des cas des IgM normales, voire des IgM élevés. Et puis, toutes les sous-classes d'IgG sont touchées. Voilà. Ensuite, on a travaillé sur le gating pour le panel de cytométrie et identifié toutes les sous-classes de B qu'on voulait analyser. On a travaillé aussi sur le gating pour l'été, notamment
T folliculaire helper qui joue un rôle important dans la différenciation du B mature. Et malheureusement, j'ai pas encore toute l'analyse de ces résultats à vous montrer. Et puis, on commence aussi tout juste à faire les ELISpots sur les cellules des patients avec des ELISpots en réponse aux antigènes vaccinaux. Et puis, on a envie aussi de regarder vis-à-vis de la néphrine. Et puis, il y a un projet de faire des cultures cellulaires dans des conditions dépendantes d'été et indépendantes d'été. Mais tout ça n'est pas encore réalisé. Voilà, on a déjà du coup identifié, même en commençant les limites avec peut-être des patients qui seraient très intéressants, mais qu'on n'a pas sélectionnés pour avoir des patients assez purs, des difficultés d'appariement pour avoir un répertoire un peu équivalent en fonction de l'âge. Dans ce travail-là, c'est juste un prélèvement unique, il n'y a pas de suivi longitudinal, mais c'est vrai que quand on aura identifié des choses, on va essayer de retravailler ensuite sur nos collections biologiques qu'on a dans les essais avec les anti-B. Et puis, évidemment, on n'attrape que ce qui est dans le compartiment circulant et peut-être que ça explique pas toute la part d'hypogammaglobulinémie. Et bon, ça, c'était vraiment une diapo d'ouverture très générale, comme dans un certain nombre d'autres maladies immunes. Là, on est en train d'avancer sur les connaissances et sur le rôle des B autoréactifs spécifiquement liés à cette pathologie-là. Et puis, l'idée, c'est que à l'avenir, si on arrive à développer des thérapeutiques de plus en plus ciblées spécifiquement sur les B autoréactifs en question, et on pourra probablement essayer d'épargner ces effets collatéraux. Puis il faut déjà aussi mieux comprendre ces effets collatéraux pour arriver à cette fin. Et donc, voilà, je voudrais remercier énormément Orchid pour le financement. Donc, on n'a pas utilisé tout le budget, comme vous pouvez le voir, mais on a plein de projets en cours qui vont s'enchaîner sur cette thématique. Un énorme merci à Noémie Blumenthal, qui est interne en immunologie et qui a fait tout le travail au laboratoire en pratique. Et puis, les collaborations avec les investigateurs à Trousseau qui ont prélevé les patients et puis à Tenon également. Merci à tous.